Sud Radio 10h midi, Média. Et on parle de la série Munch ce soir sur TF1, de nouveaux épisodes de l'équipe de la célèbre avocate qui est incarnée par Isabelle Nanty. Et on reçoit avec vous, Gilles, ce matin, Aurélien Vic. Bonjour Aurélien. Bonjour. Vous incarnez Gaspard, l'enquêteur en chef. Je peux dire ça comme ça dans la série? Oui, absolument. Enquêteur, un petit voyou, qui est enquêteur. rentré dans le rang. Non, c'est un ancien flic. C'est un ancien flic. C'est un ancien policier. Ah, c'est un ancien flic. Oui, il a été viré de la police. Ah oui, mais parce que vous êtes un petit peu à la One Again, vous faites les choses. Comme Munch. Hein. Ouais, comme Munch. Munch aussi, elle est un peu bancale. Elle défend des gens et puis après elle les prend dans son cabinet. Oui, c'est vrai, elle est un peu borcade. Alors cette série, vous êtes dans la série depuis le début. Comment on y vient dans ce rôle-là d'enquêteur Comment vous arrivez dans la série d'ailleurs? J'avais déjà tourné avec la même société de production parce qu'on avait fait La Vengeance aux yeux clairs. Ouais. Et ils avaient ce projet-là, donc ils avaient aimé ce que j'avais fait dans la première. Et ils voulaient que je joue le rôle d'Aurélien, de Tom Villa à la base. Et avec le directeur de casting, on s'est dit que c'était... Donc vous auriez dû être avocat? Ce qui me ressemblait plus. Un peu coincé. Ouais. mais bon, jouer le stagiaire à ce moment-là et tout, je sais pas. On trouvait que le rôle de Gaspard me ressemblait plus. Du coup, on a tout fait pour. On a même essayé sur les essais d'être moins bon sur le rôle d'Aurélien que sur l'autre. Pour être sûr d'avoir ce rôle-là. Ouais. Ah oui, donc vous avez fait des essais moyens pour... on avait fait des essais pour les deux. Et du coup, voilà, on a essayé de faire un peu moins bien pour l'un. Est-ce qu'Isabelle Nanty a validé chacun des rôles ou pas de ses partenaires? Ça, je sais pas. Ah, je sais pas du tout. Mais elle nous a validé une fois qu'on avait été choisis parce qu'on s'entend tous hyper bien. Allez, on a une séquence dans cette émission, c'est la question du jour, Gilles. Et oui, la question du jour. On a reçu mardi, on a reçu le jeune comédien Louis Pérez qui jouait dans Germinal. Nous, on était plutôt enthousiastes sur Germinal. Ça n'a pas été trop le cas sur Internet. Alors c'est un carton. Bon, après c'est sur Twitter. Ouais, sur Twitter. Ça fait 4 millions 21 de téléspectateurs. C'est arrivé premier sur toutes les chaînes, 20% de part de marché devant M6 et devant TF1. Et oui, ça a été beaucoup critiqué. La modernité de Germinal a été critiquée parce que, par exemple, il y a un barman qui est noir et à cette époque-là, il n'y avait pas de noirs en France. Que les femmes descendaient à la mine alors que c'était interdit. Voilà, qu'il y a, par exemple, qui n'ont pas l'accent ch'ti. Ce qui a été critiqué aussi, c'était le casting un peu mannequin et qu'il n'y avait pas les gueules cassées qu'on a connues au Nord avec les gens édentés dans la misère. Donc, ils trouvaient que c'était pas très réaliste et que c'était un peu une version 2.0 de Germinal. On vous a posé la question sur le compte Twitter de Sud Radio. On vient juste de mettre la question de savoir si vous avez aimé cette adaptation de Germinal. Pour l'instant, c'est non à 81% et oui à 19%, mais on vient juste de mettre la question. On vient de mettre la question, ça risque de bouger aussi. En même temps, ça fait plus de 4 millions de téléspectateurs, donc on est d'accord? Oui, et puis parfois, c'est bien d'évoluer, de moderniser une œuvre. Et surtout que c'était avancé, quand on a reçu Louis Pérez, il disait effectivement que ça avait été relooké quelque part pour correspondre à une adaptation libre de Germinal. Oui, puis vous j'ai l'impression qu'en général, les gens ont un petit problème avec la modernité en ce moment, mais les problèmes comme ça dit que on met un rôle pour un rôle et on s'en fiche de la couleur, ça vous choque ou pas de mettre un noir dans une époque où il n'y avait pas de noir? Non, mais c'est de la fiction. On fait ce qu'on veut avec la fiction. Même si on adapte un roman, on fait ce qu'on veut avec la fiction. J'étais au festival de Waterloo il y a pas longtemps, j'étais dans le jury, parce que c'est le festival des films historiques, et il y a René Manzor qui a fait toute une conférence là-dessus. Parce que lui, il avait écrit Monsieur N, par exemple. Et donc, il avait écrit sur Napoléon, donc il y avait toute l'histoire de Napoléon, mais il fallait bien aussi écrire les choses qu'on ne savait pas au moment où il était à Sainte-Hélène. Donc, on fait ce qu'on veut avec la fiction. À partir du moment où on décide que c'est un film, on décide que c'est un film. Et souvent, d'ailleurs, les anglo-saxons se prennent beaucoup moins la tête. Un truc tout simple, ils sont dans un restaurant, ils sont en train de parler fort, il n'y a jamais personne qui les entend derrière. Mais à partir du moment où c'est décidé et qu'on a accepté que la fiction était la fiction, on n'a pas grand-chose à dire. Si les gens disent que l'histoire elle est pas bien ou que c'est mal joué, c'est autre chose. Mais là, on fait ce qu'on veut avec. Alors c'est vrai que ça peut surprendre, mais par exemple si vous allez à Broadway ou à Londres, souvent les rôles sont joués indifféremment par des blancs ou des noirs. Par exemple, vous pouvez avoir une Fantine ou une Gavroche dans la comédie musicale des Misérables qui est noire. C'est quelque chose qui est un peu en train de rentrer dans les mœurs, mais le débat existe. Hein. Ouais, vous dites que les gens ont du mal avec la modernité aujourd'hui, c'est ça? Bah oui. Ouais. Aurélien Vic, alors vous êtes avec nous aujourd'hui parce que ce soir, donc c'est une nouvelle série pour Munch, mais avant
avant ça, on a le petit zapping du jour avec Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Est-ce que les sondages influenceraient notre vote pour Ouest France? La réponse est oui. Ils ont décidé de ne plus faire de sondages. Hier, François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France, s'en est expliqué sur Paris Première. Écoutez sa théorie. Le sondage, c'est une photographie à un instant T et qu'il y a des marges d'erreur. Le problème, c'est l'utilisation que nous, les médias, nous faisons des sondages. Et c'est là que le problème se pose. C'est les sondages sur les intentions de vote, répétés en boucle, du matin au soir, jour après jour, semaine après semaine, et qui finissent par donner l'impression aux citoyens que tout se décide sans eux. Le sondage va leur dire qui sont les grands candidats et qui sont les petits candidats. L'avalanche de sondage va leur dire ce qu'est le vote utile et en creux, donc, ce qu'est le vote inutile. Et le citoyen est spectateur de ça, il est spectateur de la démocratie. On lui dit juste, vous aurez juste à signer en bas à droite le jour de l'élection, et puis ce sera terminé. Attention, c'est pas une théorie de la part du patron de Ouest France. C'est une ligne éditoriale qui se fixe. Les mots ont un sens, mais il faut bien comprendre qu'ils ont pris la décision. C'est le plus gros tirage de la presse française, la décision de ne plus publier des sondages et de privilégier le terrain. Voilà. Donc le débat est posé au sein des rédactions et c'est en rapport effectivement à tous ces sondages qui sortent jour après jour. Ça veut dire qu'ils pensent que les gens sont influençables et ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Ils disent en demi-ligne, ils disent ça, mais ils peuvent réfléchir. La théorie, madame. Non, c'est pas une théorie, mon cher Gilles. Non, je refuse ce mot. Voilà. Pour continuer, est-ce que Éric Zemmour a utilisé la touche copier-coller sur la stratégie de Trump? Étienne Girard, rédacteur en chef à l'Express, qui sort un livre d'ailleurs sur Zemmour, a expliqué cette théorie dans C'est à vous. Il veut cliver. Son modèle, c'est Donald Trump, assumé. C'est à moins forte raison Viktor Orban, le chef du gouvernement hongrois. Il veut à tout prix cliver, ne faire aucune concession sur ses valeurs, sur l'idée que faut une immigration zéro en France, que l'islam est incompatible avec la société française. Et ça, il tiendra ce discours-là jusqu'à la fin, parce que c'est le sens même de sa candidature. Quel regard vous portez sur la montée d'Éric Zemmour? Je m'en fous d'Éric Zemmour, j'aimerais bien qu'on n'en parle pas. Mais ça fait longtemps qu'on voit que même quand il était dans l'émission de Ruquier, en fait, chaque fois qu'il était face à quelqu'un, on voyait... Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mes amis, je trouve ça bizarre, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il est au débat du deuxième tour. Il se comportait comme quelqu'un au débat du deuxième tour qui a envie de gagner, donc en fait, il s'est entraîné depuis longtemps. Mais on en parle beaucoup, mais enfin, il a un programme, il a quelque chose à raconter. Pour l'instant, il a rien raconté, il a rien proposé. Donc, je sais pas, on devrait en parler moins. Parce que le problème, c'est que plus on va lui donner du temps de parole, maintenant, plus il va falloir en donner aux autres. C'est le Donc il y a déjà assez de politique quand même, un peu partout, et on va mettre de la politique partout. Et ça, je trouve ça embêtant quand même. Et c'est pas sûr qu'en face, il y ait eu beaucoup de programmes non plus. C'est peut-être aussi le problème. Oui, c'est sûr. Bah là, je sais pas comment on va faire. Mais ouais, enfin, lui, voilà, mais ça veut dire qu'il se passe pas grand-chose, quoi. Ben oui. Alors, c'est l'histoire qui a fait parler hier à la machine à café, partout. Cette histoire du joueur de football du PSG, Ander Herrera. Alors déjà, j'ai découvert ce joueur, moi, personnellement, mais bon. Qui, tranquillement, se baladait il a le droit. dans le bois de Boulogne. J'adore cette histoire. Et quelqu'un est rentré dans sa voiture. Quelqu'un est rentré dans sa voiture. Comme ça, franchement, les gens sont mal mais il n'a pas la fermeture centralisée, enfin. Non. Gilles, voilà, il s'agissait d'une prostituée, alors comme par hasard, et donc à un feu, il aurait été braqué dans sa voiture pendant qu'il était à un feu. Alors dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna recevait Samantha, plus de 20 ans de trottoir, et la professionnelle... Non mais ils ont été cherchés. Oui. Peut-être qu'elle avait déjà volé le portefeuille de quelqu'un de chez eux. Mais j'imagine la production aller chercher Samantha pour faire Samantha, non, mais ça se défend. Et la professionnelle doute la version du joueur du PSG, vous allez entendre pourquoi. Il a bien dit que cette air était un feu. C'est ce qu'il a dit, mais je sais pas. Là. Aucune prostituée ne travaille à proximité d'un feu, déjà d'une. Pourquoi? Parce que ça peut provoquer des accidents ou des carambolages. Ah d'accord, oui. Donc ça, faut le savoir. Je comprends, oui. Ça, faut le savoir. Ah oui, carambolage dans tous les sens du terme. Ça, c'est Bison. On ne se met pas sur le long des feux ou des croisements. C'est le conseil de Bison. On essaie de se mettre en retrait. On essaie de se mettre en retrait ou au moins à 20 mètres. D'accord. Pour que les gens aient le temps de s'arrêter. Très bien. Déjà, s'il s'arrêtait au feu en pleine nuit, il n'y a pas 10 voitures devant lui et c'est faux. D'accord. Donc,
Munch. Moi, je vous dis franchement, si quoi ça va votre être un version feu, c'est pas possible. Ça, c'est une enquête pour vous, ça, dans le Munch, non? Ouais, ça serait Non. assez rigolo. C'est digne d'un scénario, en fait. Ouais, carrément. Mais moi, je suis un grand supporter du PSG et puis on a un groupe WhatsApp avec des potes et hier, on s'est quand même envoyé ces articles-là en se disant le pauvre, il a pas réussi à se défendre, quoi. Elle est rentrée, elle a ouvert. Et ce qui est génial, c'est qu'il explique, parce que le mec a quand même porté plainte, faut être fou. Bah oui. Mais il explique qu'il l'a déposé plus loin. C'est-à-dire qu'elle lui a pris son portefeuille fait et un son petit téléphone. tour. Il a négocié pour qu'elle lui rende. Il lui a proposé 200 € et qu'il a déposé un peu plus loin. Ouais, c'est fou. Donc je sais pas à quel moment il a eu peur ou pas peur. Je sais pas. vais vous dire, c'est rafraîchissant comme info, je trouve, Oui, c'est rigolo. personnellement. C'est assez Elle drôle. assume. Je voudrais pas être le responsable de la com du Paris Saint-Germain maintenant. Ils en ont des dossiers, Oui, quelques-uns à oui. gérer. Faut Quelques qu'il heures assume. froides. Et puis c'est quand même un vieux truc très connu du Bois de Boulogne de se faire voler son portefeuille une fois qu'on a Oui. le pantalon baissé. Et hier justement pour s'amuser sur le WhatsApp avec mes potes, on a essayé de chercher des articles là-dessus sur les statistiques des vols de portefeuille. Mais le pauvre, il y avait 250 articles sur lui en fait. Un vol Incroyable. de portefeuille Bois de Boulogne. Toujours dans On nous l'a Touche pas à mon prévenu, poste, cela dit. où les experts se succèdent. Donc après Samantha, c'était Bertrand Decker. Alors Bertrand Decker, c'est un peu la version Lidl de Stéphane Bern, un peu bas de gamme, et qui a donné des nouvelles de la reine d'Angleterre qui, à 95 ans, montre des signes de faiblesse. Il lui demande de passer une nuit à l'hôpital et ils en profitent pour faire un check-up complet. En ressort de ce check-up 2 choses assez particulières. La première, on demande à la reine de se reposer beaucoup, de lever fortement le pied. Ah ouais. Et Elle peut encore Elle peut encore, oui. Et surtout, on va lui demander aussi, on lui demande de diminuer fortement sa consommation d'alcool. Non. Ah ouais. Carrément. Elisabeth, genre, elle y va, quoi. Bah, disons qu'Elisabeth, elle est anglaise et comme tous les Elle a Anglais, toujours bah, dit elle a qu'elle toujours aimait aimé. bien boire. Oui, Surtout, tout à fait. surtout le gin. Bon, j'aurais pu faire le même topo en expliquant voilà ce qu'on dit aux personnes qui ont cet âge-là et qui doivent se reposer. Oui, ah, vous savez, c'est de la Consommation polémique pour de la d'alcool. polémique. Et Mais en pour même finir, temps, c'est un vrai sujet, hein, la reine d'Angleterre qui est hospitalisée. Ah oui, et bien qui- sûr, bien sûr. oui. Ah oui. Bah, c'est l'équivalent de Michel Drucker en Angleterre, quoi. pour finir ce moment d'émotion sur M6 hier dans Incroyable Talent, Brice Chapic, qui est un rappeur, a chanté son mal-être. C'est un adolescent dû à l'enfermement du Covid et il l'explique en chanson sa tentative de suicide. Le Brice Chapic voulait mourir, a fait pas de buzz dans des stories. Il m'arrête sans sur les draps et 12 pompiers sont arrivés. Les veines sont tailladées, le reste du corps est taché de sang. Y a personne à ses côtés, juste la mort l'accompagne seule. Beaucoup d'appels, zéro réponse. Le Brian ne veut plus parler, le cœur qui saigne en a très honte. Il ose même plus se regarder, il veut de l'aide, personne comprend. Les gens me jugent et souhaitent ma mort à l'hôpital. Je suis tout seul, 2 heures après, il veut que je sorte. 3 heures du mat à ce moment-là, on me lève, je l'ai dehors de l'eau. Coulé sur mes doigts, le bris, c'est dans ses pleurs. Enfant perdu, un homme à terre, 1 an après, je suis plus fort. Des bandes personnes y croient en toi, ferme ton cœur et puis va-toi. Ça marche même en radio, hein. Ouais, c'est fort, hein. Ouais. puissant, ouais. Ce Covid a quand même, il y a eu des papiers hier justement sur ce mal-être et les addictions qui ont suivi derrière. On n'a pas encore mesuré tout ce qui a été fait. Vous l'avez bien vécu, vous, l'enfermement Covid, mars 2020. Ah bah moi j'ai vécu ma meilleure vie. Ah en fait, ouais. je venais de déménager à Bordeaux. D'accord. Et j'ai déménagé 2 Il y semaines a avant. pire comme endroit, ouais. Ouais, j'ai déménagé 2 semaines avant et du coup, je me suis retrouvé dans une ville plutôt agréable Ouais. et sympathique. Puis autour, il y a quand même pas mal de choses. Donc il y avait des amis qui avaient une maison en Charente. Et bah, je me suis mis à coudre, j'ai fait des masques. Donc j'ai appris pas mal de choses comme ça. J'ai commencé à faire de la sculpture et je faisais à manger pour les gens dans le quartier parce qu'il y avait beaucoup de gens dehors. Ouais. En fait, enfin il y avait plus qu'eux d'ailleurs. Ouais. Il y avait plus que les toxicos, les clochards et tout ça. Donc on a fait avec ma copine à manger tous les jours pour les gens. À Bordeaux, ouais. Ouais. Et du coup j'ai appris énormément de choses. Donc moi je l'ai hyper bien vécu, surtout que je suis assez hyperactif et là ça m'a un peu obligé à rien faire. Vous avez vu les résultats aussi concernant le retour des Français dans le cinéma, au spectacle. Il y a quand même une chute. Tout le monde n'est pas revenu. Hier, Fabrice Eboué nous disait c'est à nous de bosser pour les faire revenir, c'est à nous de proposer mieux que ce qu'ils ont à la télévision. C'est votre avis aussi? C'est quelque chose que... Bah, les gens avaient des habitudes de ce qu'ils allaient voir au cinéma, par exemple. Le théâtre a fortement chuté, parce qu'avant, déjà, il y avait eu la crise des Gilets jaunes qui avait fait baisser la fréquentation des théâtres, quand même. Et il y a beaucoup de producteurs et de metteurs en scène producteurs qui en ont souffert. Et là, maintenant, le cinéma, mais oui, parce que le cinéma, à la base...
Même les Américains ont commencé à faire des films de super-héros parce que les gens ont des grands écrans chez eux. Ils disaient mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire des espèces d'attractions comme dans les parcs d'attractions pour que les gens aillent au cinéma. Et je crois pas que ce soit ça qui réunisse les gens. Je pense que c'est l'humour, je pense que c'est le rire et les émotions. Parce que même les émotions, c'est agréable de les avoir à plusieurs. Et là, je suis allé voir le film de... Si vous pouvez aller le voir, c'est le film sur Céline Dion, Aline, que j'ai vu au festival en Belgique. Qui va sortir en novembre. Ouais, je conseille à tous les gens d'y aller parce que c'est un moment à vivre à plusieurs. Et c'est très émouvant et c'est hyper drôle. C'est un ovni, je pense que c'est son meilleur film. Et je conseille aux gens parce qu'il faut le voir à plusieurs. Et il y a plein de films comme ça. Quand on regarde des comédies chez soi tout seul, on rigole beaucoup moins qu'en salle, quoi. Donc oui, il faut que ce soit plus original, en fait, plus varié pour que les gens reviennent. Mais on rigole pas mal avec Munch aussi. C'est l'épisode 2 et l'épisode 3 ce soir sur TF1. Comment c'est de tourner avec Isabelle Nanty? C'est génial de tourner avec Isabelle, franchement c'est une grande chance. Moi j'ai pas hésité 2 secondes quand on m'a proposé la série. Elle est comme on l'imagine, vraiment. Elle est vraiment adorable. Elle a quand même été une des meilleures profs pour les acteurs en France. Elle a été metteur en scène de beaucoup d'acteurs et beaucoup d'humoristes. Donc c'est quelqu'un qui est dans le partage tout le temps. Donc on est tout le temps en train de réfléchir, de rigoler, on est très sérieux, mais voilà, on arrive au maquillage le matin, on se dit des conneries tous, et souvent en fait ces conneries-là finissent par rentrer dans les scènes. Dès qu'on commence à répéter les scènes, on se dit « Ah putain, ce que tu m'as dit tout à l'heure là, ouais, je pense que ça peut résonner avec ça ». Et je pense que c'est ça qui fait l'ADN de Munch, l'ADN de la série, c'est cette énergie qu'on a nous dans l'équipe, dans notre équipe à nous, parce qu'on arrive à trouver de l'énergie et quelque chose de drôle, alors que c'est des avocats au pénal quand même, donc les histoires elles sont pas très drôles. Elles sont pas très drôles, mais pour toutes les séries qui concernaient, on va dire, le monde du droit, hein, les séries sur les avocats, on est loin de la, on va dire, de la conventionnalité de ce métier qui est très codifié, etc. On est un petit peu aussi emmené dans des terrains, on va dire, moins connus que ce que l'on connaît. Par exemple, le rôle d'enquêteur, c'est un peu nouveau dans les cabinets. C'est interdit totalement. Hein, il faut quand même le préciser. Oui. C'est à l'américaine, hein, le cabinet. Alors c'est pour ça que c'est drôle, parce qu'on se dit, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant qu'un avocat et son enquêteur aussi. Donc ça pose... Mais nous on fait que des choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est ça qui est bien, c'est ce qu'on appelle les muncheries, et c'est vraiment devenu une expression. Les muncheries, c'est que d'être toujours sur le fil. Et elle est capable de tout tant qu'elle est convaincue de l'innocence de son client. Et ce qu'il y a aussi dans son personnage et qui reflète sur nous tous, c'est que elle se trompe aussi parfois. Et c'est pas souvent on a maintenant dans les fictions, dans les séries, des gens qui sont tout blancs et il y a ceux qui sont tout noirs, quoi. Il y a le bien, il y a le mal. Et nous on essaye toujours de mettre voilà un peu des deux dans chaque personnage. Alors quand on est comédien et qu'on rentre dans une série, souvent on le garde ce rôle-là pendant des années. Mais vous êtes plutôt touche à tout, avec une très longue carrière déjà derrière vous. Hein, ça a commencé tôt, enfant, je dirais. Et vous dites vous-même, on ne savait pas où me ranger. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit un jour. Un jour, on m'a dit, ouais, tu fais des drames, tu fais des comédies, tu t'es au théâtre. Même quand je faisais du cinéma, on me disait, oui, tu continues à faire de la télé. Ouais, j'ai même fait les Amazones, et puis j'ai fait les pièces de Florian Zeller, et j'ai toujours fait le grand écart. J'ai montré que je pouvais faire le grand écart. Donc ça commence à payer maintenant. Ouais. Parce qu'on aime bien ranger les gens. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est plutôt il faut une étiquette. Il faut être dans une case. Ouais, on se dit, voilà, toi, on va venir te voir pour ça. Mais c'est pareil dans plein d'art, en fait, que ce soit dans l'art contemporain ou dans la musique. Mais moi, j'ai toujours eu confiance en mon chemin et l'envie de m'amuser et l'envie de toujours avoir le plaisir. Donc, et souvent, d'ailleurs, j'ai choisi des projets pour les aventures. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec les Indiens au fin fond de l'Amazonie, qu'on a fait un film de fantômes dans le désert pendant la guerre d'Algérie. Et c'est pour ça que vous avez une ferme en Colombie. Il nous racontait ça, Gilles, en antenne. Il faut que nos auditeurs. Est agriculteur, en fait. Oui, c'est ça, vous avez monté une ferme là-bas. Oui, je fais partie de la coopérative des fermiers. Eh ben oui. Et oui, j'ai une ferme agricole en Colombie où on a beaucoup d'arbres fruitiers et puis on reproduit de manière tout à fait naturelle des vaches et des chevaux. Ça veut dire que vous voulez pas être comédien à vie ? Mais on ne sait jamais de quoi la carrière sera faite. Je suis déjà très content d'en être arrivé là. J'ai 40 ans, j'ai 28 ans de carrière, j'ai plus d'une centaine de films. C'est déjà pas mal. Non, mais surtout que ça m'a rassuré. Et puis, j'ai acheté ça avant le Covid. Et je savais pas du tout que ce genre de choses pouvait arriver. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, depuis, je suis hyper détendu parce que j'aurai plus jamais faim, j'aurai plus jamais soif. J'ai une rivière qui vient du glacier, on peut la boire. Et j'ai des sources, on peut les boire. Et j'ai à manger sur mon terrain. Donc, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, je vais juste sur mon terrain, voilà, avec ma maison et mes cabanes. Et puis, je peux ne pas bouger et ne jamais plus avoir faim ou avoir soif. Et je trouve ça
génial, ça détend incroyablement. En fait, vous êtes un saltimbanque, dans le bon sens du terme. Ah oui, mais j'ai été élevé comme ça, c'est vraiment mon éducation. Et c'est ma mère qui dit souvent ça aux gens quand elle parle de moi dans mon métier, c'est que je suis un artisan et vraiment j'aime faire mon métier comme un artisan. Jamais eu de choix de carrière. Et pourtant, j'ai une carrière, donc je suis assez content. J'espère continuer comme ça le plus longtemps possible. Eh ben, on vous le souhaite en tous les cas, et on vous retrouve déjà dès ce soir, donc avec la série Munch. Épisode 3, épisode 4. Épisode 3, épisode 4, avec toute la bande. Avec un nouveau venu, avec Hippolyte Girardot qui rentre dans la série. Ouais, je suis tellement content. C'est vrai ? Ah, je l'aime, je l'adore. Et ça fait longtemps que je l'adore. Et quand ils nous ont dit, on pense à Hippolyte Girardot pour venir jouer, on était tous contents. On a tout arrêté, on a dit, oui, il n'y a pas de problème. Et il insuffle une nouvelle énergie dans la série. Ouais. Et il est dans une phase incroyable, je trouve, de sa carrière. Et il est en mode Jack Nicholson. Il n'a pas peur de danser, d'être drôle, d'être nul, de se tromper. Je le trouve magique. On est très heureux. Eh ben, on vous le souhaite de continuer comme ça. Et pour notre plaisir aussi, téléspectateurs. Donc ce soir, la série Munch sur TF1 avec vous, Aurélien Vic et Isabelle Nanty, Hippolyte Girardot. Longue vie à Maître Munch et son équipe. On a le résultat de notre question du jour, mon cher. Vous voulez faire le résultat? Oui, ça m'intéresse à voir si ça a bougé, Germinal. Avec Valérie, il ne faut jamais les résultats. Non, mais elle revient lundi, mardi. Non, lundi, on sera là avec un best-of. Ouais, lundi, on est là avec un best-of. Et c'est toujours non à 79%. C'est un petit peu baissé. Bon. Voilà, et oui à 21%. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Merci bon de m'avoir vent accueilli. et merci beaucoup. bonne continuation aussi pour l'exploitation en Colombie. Dans un instant, nous, on va parler dans l'œil de l'expert de ce qui provoque des pathologies lourdes, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. C'est la première cause de mortalité, on ne le sait pas chez les adultes. On va en parler avec notre invité qui sort une bande dessinée sur ça. Elle a été victime d'un AVC et elle est avec nous en direct depuis Bordeaux, savez-vous? Ah, génial. Et oui. Je veux bien la rencontrer si elle entend on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons